Aujourd'hui, on vous propose un numéro exceptionnel. Cette semaine-là revit avec vous l'une des semaines les plus folles que l'Amérique n'ait jamais connues. Il y a tout juste 54 ans, le président Kennedy était assassiné devant des milliers de spectateurs le 22 novembre 1963. Sa mort stupéfie la planète entière. S'ouvre alors l'une des semaines les plus folles que l'Amérique n'ait jamais connues. L'Amérique s'est effondrée ce jour-là à cette minute précise. Le choc, le chagrin, la stupeur marquent alors profondément les heures et les jours qui suivent, et la réalité dépasse la fiction. Découvrez comment l'attitude de la femme du président, Jackie Kennedy, a conduit le destin de toute une nation. Nous revivrons également les invraisemblables rebondissements d'une enquête historique. C'est un moment inimaginable. C'est d'une force et en même temps d'une cinégénie inouïe. Du dernier jour du 35e président des États-Unis au 25 novembre 1963, où l'incroyable dignité du clan Kennedy dessine les funérailles les plus émouvantes de l'histoire. C'est toute l'Amérique qui est en pleurs, c'est toute l'Amérique qui est en deuil. Retour sur les 4 jours qui changèrent à jamais la face du monde. Et comme chaque dimanche, Frédéric Gersal nous rejoint. Bonjour Frédéric. Bonjour Wendy. Vous qui nous racontez les histoires dans la grande histoire. Avant de découvrir ce document inédit et pour bien comprendre l'impact mondial qu'a eu l'assassinat de Kennedy, arrêtons-nous sur l'homme, sur l'emblème, sur l'icône qu'il représentait. L'homme d'un côté, le couple glamour aussi qu'il forme avec Jackie Kennedy. Nous sommes le vendredi 22 novembre 1963, c'est la date de son assassinat. Il est en visite à Dallas, au Texas. Dans quel but se rend-il dans cet état si complexe? Alors c'est complexe parce que l'histoire est complexe. Alors, il a été élu en 1960, il faut le rappeler, plus jeune président des États-Unis, 46 ans, et il tombe devant une politique internationale qui est dramatique. Il y a eu la baie des cochons en 1961, c'est-à-dire les révoltés cubains qui veulent se saisir de Cuba. Et ensuite, il y a le dépôt des missiles par les soviétiques sur l'île de Cuba, à quelques encablures de la Floride, et ça c'est inadmissible. Donc là, on approche de la Troisième Guerre mondiale. On est en pleine guerre froide. En pleine guerre froide. Et puis 1963, c'est aussi cette marche vers Washington avec le pasteur Martin Luther King qui demande plus de droits pour la nation noire américaine. Et là, Kennedy va leur tendre la main. Mais le temps passe et on se retrouve en 1963 à quelques mois d'une réélection possible. On lui dit de ne pas aller au Texas parce qu'il y a une forte population qui est contre sa volonté d'aller vers le peuple noir et d'ouvrir au peuple noir une accessibilité plus grande aux droits. Et ça, il n'est pas entendu dans le sud des États-Unis. On lui dit que c'est dangereux au Texas. Il vient donc en campagne électorale pour 2 jours au Texas. Il est accueilli à Dallas, qui n'est pas la capitale, je le rappelle. C'est Austin, la capitale du Texas. Oui, et il connaît le danger qui sous-tend ce déplacement. Nous sommes donc le 22 novembre 1963 et bien sûr le monde est loin d'imaginer la tragédie qui se prépare. Vous allez découvrir tout de suite dans ce document inédit des images fortes, très rares, certaines provenant de l'entourage du président. Revivons ensemble ces dernières heures jusqu'à ces funérailles grandioses. Ce sont des moments poignants et qui sont gravés dans notre histoire. Le récit est signé Basile Rose. Vendredi 22 novembre 1963. Nous sommes à Fort Worth, en banlieue de Dallas, au Texas. Le 35e président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy, entame une nouvelle campagne électorale. Après plus de 1000 jours à la Maison-Blanche, il est de plus en plus populaire et le président démocrate est même sur le point de réussir un véritable tour de force. Pour beaucoup, sa réélection est possible. Et pourtant, l'Amérique s'apprête à vivre l'une des journées les plus tragiques de son histoire. Il est 8h30 et dans 4 heures, un événement inimaginable va faire de ce vendredi 22 novembre 1963 l'une des journées les plus dramatiques de l'histoire des États-Unis. Car devant des dizaines de témoins et en pleine rue, le président John Fitzgerald Kennedy va être assassiné. Ce 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy fait son entrée en grande pompe dans la salle de meeting. Cette visite est cruciale dans la stratégie électorale du président.
La visite à Dallas, c'est la 4e étape d'un voyage plus large au Texas. John Fitzgerald Kennedy est en pleine campagne électorale pour sa réélection. 1964, il veut être réélu et cette réélection passe par un bon score au Texas. Or, le Texas, c'est un État du Sud qui est hostile à John Fitzgerald Kennedy. Donc, il joue gros. This is a very dangerous and uncertain world. We would like to live as we once lived, but history will not permit it. Après cet accueil étonnamment chaleureux, c'est au tour de Jackie de faire son entrée. La First Lady est très appréciée du public. Sa tenue vestimentaire est scrutée avec attention. Le président tenait beaucoup à la présence de sa femme parce qu'il considérait que c'était un élément important dans sa communication politique. 2 years ago, I said that introduced myself in Paris by saying that I was the man who had accompanied Mrs. Kennedy to Paris. I'm getting that same sensation as I travel around Texas. Ce couple présidentiel, à la fois il est très jeune, mais il est très classique, avec l'homme qui fait de la politique et la femme qui l'accompagne. Nobody wonders what Lyndon and I wear. La visite présidentielle se poursuit à quelques kilomètres de là, à Dallas. Il est 11h33 quand Air Force One atterrit. Jackie et John Fitzgerald Kennedy sont alors au sommet de leur gloire. John et Jackie, c'est une apparence de glamour et une entente totale. C'est Hollywood à la Maison Blanche. Mais lorsque l'on gratte derrière la façade, on constate que le couple ne va pas bien. Le couple Kennedy a connu à la fois des malheurs avec la perte d'un enfant, mais aussi des troubles avec des désaccords dans le couple. Jacqueline Kennedy a fini par savoir que son mari la trompait beaucoup. Donc c'est en quelque sorte, à la face de l'Amérique, la réconciliation du couple. Aux côtés du couple, le vice-président Lyndon Johnson. Pourtant enfant du pays, il est en retrait. L'alliance de Kennedy et de Johnson, c'était l'alliance de la carpe et du lapin. Ils ne s'entendaient pas. Kennedy, on lui avait forcé la main. Il avait besoin d'un démocrate du Sud pour gagner les élections, mais il avait tenu Johnson à l'écart. Kennedy n'aime pas Dallas, une ville violente et radicale, en tout point contraire à sa politique de gauche, dont le symbole est la lutte pour les droits civiques des Noirs. À l'aéroport, il glisse même à Jackie. Bienvenue au pays des dingues. C'est pas un voyage comme les autres. Le Texas n'est pas un endroit comme les autres à cette époque-là. Alors évidemment, la presse locale est absolument dégueulasse. Une page entière de pub dit en gros recherché pour trahison. C'est des gens du sud des États-Unis, de l'extrême droite américaine, qui ne supportent pas ce type qui a tendu la main aux Noirs. Pourtant, à 11h40, lorsque le président et sa femme se lancent dans un bain de foule, l'accueil des Texans dépasse toutes les espérances. Et il y a la surprise. La surprise, ce sont des centaines de milliers de gens qui viennent se presser pour voir le président, et non pas pour le conspuer, non pas pour le critiquer, mais pour l'approcher comme une star. Après cet accueil inattendu, le couple présidentiel s'installe dans une voiture Lincoln bleu nuit. Il est 11h55. Le gouverneur du Texas, John Connally, et sa femme prennent place devant eux. La décapotable fait partie de l'opération communication ou de l'opération préélectorale. Il est donc en mesure d'être en contact avec ses électeurs. Mais le dispositif de sécurité est étonnamment faible en ce 22 novembre. La police de Dallas, la seule du pays à encore arborer un chapeau de cow-boy, n'a pas bien sécurisé le trajet présidentiel. Les hommes du président sont eux aussi pour le moins négligents. La sécurité du président est assurée par le Secret Service, qui est un organisme absolument pas secret, contrairement à ce que dit son nom. Évidemment, la tragédie fera s'interroger sur la compétence des services secrets. On sait notamment que certains d'entre eux avaient fait la fête la veille. Personne ne veut prendre en compte la dangerosité de ce voyage parce que c'est relativement inimaginable. C'est difficile d'imaginer le pire, c'est difficile d'imaginer quelque chose d'inédit. Le succès du voyage surprend les Kennedy eux-mêmes. Tout le monde est enthousiaste, à tel point que la femme de Connally, du gouverneur du Texas, dit « Président Kennedy, vous ne pourrez pas dire que les Texans ne vous aiment pas, ils vous adorent ». Le convoi roule à une allure très faible, environ 17 km/h. À quelques pas de là, Abraham Zapruder, un tailleur de Dallas,
attend d'apercevoir le président pour déclencher sa caméra. Son film, qui deviendra historique, ne sera découvert par les Américains que 12 ans plus tard. S'il n'y avait pas eu Zapruder, vraisemblablement, on n'aurait pas su exactement comment les choses se sont passées. À 12h29, la voiture s'engage sur Elm Street. 2 virages consécutifs forcent le convoi à ralentir encore plus. Et donc on arrive là, à ce moment dramatique, où la voiture ralentit, où le temps se suspend. Il est 12h30 à Dallas. 3 coups de feu vont résonner sur la Dealey Plaza. Un premier son que les gens identifient comme un pétard ou un bruit de moteur et rien ne se passe. Un deuxième bruit et le président s'affaisse sur lui-même, il vient d'être atteint par une balle. Avant l'ultime impact, le gouverneur du Texas, également touché, s'écrie « Ils vont tous nous tuer ». Jackie, quant à elle, souffle désespérément à son mari « Jack, je t'aime ». Et un troisième bruit, le président s'effondre, un tir à la tête, c'est l'attentat. Jackie Kennedy saute à l'arrière de la voiture. Certains diront qu'elle a voulu s'enfuir, d'autres diront qu'elle a voulu aller dans un réflexe irrationnel bien sûr, aller rechercher des morceaux du cerveau éclatés de son mari. Toujours est-il que très vite la voiture repart et on part à l'hôpital. Lorsque la Lincoln en furie arrive au Parkland Hospital, c'est la stupeur et la panique. Lorsque les médecins voient arriver John Kennedy, il respire encore, mais vu l'état de son corps, ils savent qu'il a perdu la moitié de son cerveau et que rien ne pourra le sauver. Ils tentent néanmoins l'impossible. Ils n'arrivent pas à le sauver, très très clair. Et d'ailleurs, à un moment donné, très précis, un des chirurgiens le dit à Jackie, il dit « ça y est, c'est fini, he's gone, il est parti », dit-il. Vers 13h, l'annonce n'est pas encore officielle, mais elle est murmurée notamment parce que les prêtres qui ont délivré l'extrême onction au président américain disent la chose. À 13h31, l'attaché de presse de la Maison-Blanche réunit les journalistes. Visiblement affecté, il annonce l'impensable. John F. Kennedy died at approximately 1 o'clock Central Standard Time today here in Dallas. He died of a gunshot wound in the brain. La mort du président est un choc inimaginable. John Fitzgerald Kennedy n'avait que 46 ans. Sa présidence commence à aller bien. Le mariage va mieux. Il va sans doute être réélu. C'est un homme foudroyé et fracassé, en pleine progression. L'Amérique s'arrête. L'Amérique s'arrête immédiatement de respirer avec leur président. À l'instant où ils apprennent avec stupéfaction la mort du président, les Américains ignorent encore que la police est déjà sur les traces de son meurtrier. À 12h31, le vendredi 22 novembre 1963, la ville de Dallas sombre dans la panique. Immédiatement après la fusillade, il va y avoir 2 réactions. La première réaction, c'est de se précipiter derrière une barrière de bois qui faisait face à la voiture au moment de l'attentat. Et puis la deuxième réaction vient aussi de ce qu'ont entendu un certain nombre de policiers. Ils se précipitent dans le dépôt de livres et ils se mettent à escalader les étages parce qu'ils pensent que les coups de feu ont été tirés du toit. À 12h37, le dépôt de livres scolaires, situé à l'arrière du convoi au moment de la fusillade, est bouclé par la police. Parmi ses employés, un suspect manque à l'appel, un certain Lee Harvey Oswald. Il est employé au dépôt de livres, il n'est pas présent à l'appel qui est fait au moment où on vérifie la présence des employés. Il a croisé les policiers dans l'escalier en ayant l'air de vouloir sortir du bâtiment, ce qui est suspect. Et donc on va se lancer à sa poursuite. En moins d'1 heure, on retrouve des indices matériels dans l'immeuble. Très vite, en arrivant au 5e étage, on découvre que c'est de là que quelqu'un a tiré. Il y a des douilles, il y a le fusil. Et donc, c'est bien la preuve que le tueur était là, et comme celui qui était là, c'est Lee Harvey Oswald, pour la police, le tueur, c'est lui. Pendant ce temps, Lee Harvey Oswald est retourné chez lui. Il s'est changé et a également récupéré un revolver.
Aux environs de 13h15, alors que l'annonce de la mort du président n'est même pas encore officielle, le suspect croise la route d'un policier. Il y a une voiture de police avec un officier qui s'appelle J.D. Tippett qui l'arrête pour contrôler son identité. Et qu'est-ce qu'il fait Oswald? Il le flingue. Il prend son pistolet, il le tue. Les policiers se lancent à la recherche du meurtrier sans se douter que les deux affaires sont liées. À 13h51, le jeune homme est arrêté dans un cinéma. En l'ayant vu entrer sans payer, un commerçant voisin a appelé la police. Les Américains veulent le tueur. Ils veulent le tueur. C'est l'idée fixe qui a tué Kennedy. Tout accable Lee Harvey Oswald. L'arme qui est retrouvée au 5e étage du dépôt de livres est l'arme de Lee Harvey Oswald. Les tissus sur cette arme correspondent aux tissus de sa chemise bleue. Et puis il y a un témoin qui reconnaît Lee Harvey Oswald ayant fait feu. Les journalistes découvrent rapidement le profil étrange de ce jeune homme de 24 ans. En pleine guerre froide, son histoire intrigue. Lee Harvey Oswald, c'est un homme qui est déséquilibré. C'est un homme déséquilibré sur le plan psychologique et dès l'adolescence était suivi par des psychiatres. Et on s'aperçoit que ce garçon a vécu en Union soviétique. Traversé par un amour de l'URSS et du communisme, il est parti en URSS. Il a passé quelque temps dans ce pays, il a migré. Et puis, c'est là que c'est un peu trouble, il en est revenu. Et c'est étonnant que quelqu'un qui revienne du RSS ne soit pas immédiatement sous l'œil permanent des services de renseignement américains. Au plus haut des tensions entre l'URSS et les États-Unis, ce passage à l'Est fait de Lee Harvey Oswald le coupable idéal. Durant toute l'après-midi, il est interrogé par la police de Dallas et par le FBI. On lui refuse le droit à un avocat et on ne trouvera jamais aucune trace de ses heures d'interrogatoire. À 18h16, le fusil à lunettes est exhibé devant les caméras du monde entier. Le journaliste Philippe Labro se rappelle de son arrivée au commissariat. J'ai trouvé cet endroit étonnant parce que c'était une passoire. N'importe qui pouvait rentrer ou sortir, ou presque. On m'a demandé ma carte de presse, je l'ai montrée, mais ça aurait pu être mon permis de conduire. On est surpris de constater, par exemple, que n'importe qui ou presque peut entrer dans le poste de police de Dallas, n'importe qui ou presque peut être en contact avec l'assassin présumé. Tout a été fait en dépit du bon sens. Le relevé des empreintes, les preuves, la protection du principal suspect. Et puis la presse avait pris le pouvoir. Les télévisions majeures, les grandes chaînes étaient là, déroulant des câbles, installant leurs affaires. C'était un bazar, on dirait familièrement un bordel inouï. 19h54. Le coupable désigné est baladé dans le commissariat sous l'œil des caméras. Dès les premières heures, la police traite Lee Harvey Oswald comme le seul et unique suspect, écartant au passage les possibilités qu'il y ait pu avoir d'autres tireurs. Un comportement étrange qui alimentera pendant plus de 5 décennies les théories les plus folles. On va se rendre compte que tous les témoignages qui ne menaient pas à Oswald ont été écartés d'un revers de la main. Or, il y a des témoins qui ont affirmé avoir vu des tireurs derrière cette barrière. C'est donc derrière cette polémique deux thèses qui s'affrontent, celle du tireur unique, tir de derrière, ou celle d'un complot avec des tirs venant également de devant. À partir du moment où vous avez 2 tueurs, vous êtes dans une conspiration. Vous êtes dans un complot. Si vous avez un seul tueur, ça peut être un loup solitaire, un homme qui agit seul, sans engager de conspiration et donc sans mettre en lumière des possibles failles extraordinaires du renseignement américain. Au terme d'une journée haletante, à minuit 12, Lee Harvey Oswald va apparaître une nouvelle fois devant les caméras. Visiblement hébété, le visage tuméfié, il ne semble même pas au courant de ce qu'on lui reproche. Il est soupçonné du meurtre de l'officier de police. Personne ne lui parle du président avant une conférence de presse. I really don't know what the situation is about. Nobody has told me anything except that I'm accused of murdering a policeman. Le principal suspect apprend qu'on le suspecte du meurtre du président de la bouche de journalistes. Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall
asked me that question. You have been. Nobody said what? Sir? You have been. Nobody said what? Okay, we can't hear you then. Okay. What did you do in Russia? Le calvaire de l'ennemi intime de l'Amérique ne fait que commencer. Ce même 22 novembre 1963, quelques minutes avant que la mort du président ne soit annoncée, le vice-président Lyndon Johnson quitte l'hôpital sous haute protection. Il n'est plus en sécurité à Dallas. Il faut essayer d'assurer une continuité gouvernementale parce que l'ensemble des forces gouvernementales, la presse, le peuple, l'opinion publique se dit on est face à peut-être une attaque des soviétiques parce que n'oubliez pas qu'on est en pleine guerre froide. À l'hôpital, c'est la confusion. Jackie n'a pas dit un mot. Elle a retiré son alliance et l'a enfilée au doigt de John. C'est la trouille, l'interrogation, la panique, le désordre, le chagrin, la douleur, parce que d'un seul coup, maintenant qu'il est mort, il devient un héros sacrifié, une victime. Et tout de suite, et surtout par le comportement que va avoir son épouse, sa veuve, il est sacralisé, si j'ose dire. Sous les yeux de Jackie, effondré de chagrin mais digne, va alors se dérouler une scène surréaliste. Il est 14h01. Il y a une envie, un besoin inouï, très rapide, immédiat, de quitter Dallas, de foutre dans cet endroit qui devient une sorte de piège. Logiquement, le corps du président américain aurait dû être autopsié à Dallas par des médecins texans pour une raison simple. La mort d'un président des États-Unis, à l'époque, n'est pas considérée comme un crime fédéral. Mais les équipes du président en décident autrement. Le corps de John Fitzgerald Kennedy va quitter Dallas. Les services secrets préfèrent que ce soit les services fédéraux qui s'en occupent plutôt que des médecins locaux. Et là, il y a une scène absolument de western, puisque les agents du service secret sortent leurs armes, poussent tout le monde le long des murs et emportent, on va dire de force, le cercueil du président pour le ramener à Washington. En quelques minutes, le cercueil du président est sorti de l'hôpital et la voiture fonce en direction de Love Field, l'aéroport de Dallas. L'endroit même où, à peine 2 heures auparavant, le couple triomphant saluait la foule. À 14h19, la dépouille du président arrive à l'aéroport. Jackie refuse de retirer son tailleur rose, pourtant maculé du sang de son mari. Quelques minutes plus tard, les États-Unis d'Amérique ont un nouveau président. C'est une scène surréaliste. Cette photo va être diffusée à travers le monde. Jamais les Américains n'ont vu ça. Un président prêter serment à l'intérieur d'Air Force One, à côté de la femme de l'ancien président qui vient d'être assassiné, à côté du corps du président que on n'a pas voulu mettre en soute pour simplement le respecter. Johnson a besoin de Jackie pour dire aux Américains qu'il est légitime pour être le président, que symboliquement, Jackie et donc John acceptent de céder la présidence très vite à Lyndon Johnson. L'avion quitte Dallas à 14h47 et atterrit 3 heures plus tard à Washington. Il fait déjà nuit et toute la presse américaine attend de saisir les premières images du cercueil. Le ministre de la Justice, Bobby Kennedy, frère du président assassiné, refuse délibérément de donner cette image à Johnson. Et du coup, vous avez une image assez surréaliste du cercueil qui descend avec Jackie. La presse est là, filme l'image, c'est le moment. Et vous avez Johnson, le nouveau président des États-Unis, qui sort un peu tout seul, perdu sur le tarmac, isolé. Et c'est ça que voulait Bobby Kennedy. À 18h14, le nouveau président, rasé de près, prononce son premier discours. This is a sad time for all people. We have suffered a loss that cannot be weighed. Désormais président, Lyndon Johnson quitte l'aéroport à bord de l'hélicoptère de son prédécesseur. Il part pour la Maison-Blanche sans Jackie, resté aux côtés de la dépouille de son mari. Lorsque John et Caroline, les enfants Kennedy, entendent l'hélicoptère se poser, ils croient encore que c'est leur père qui rentre de voyage. Leur nurse aura la lourde tâche de leur annoncer la terrible nouvelle. Au même moment, le corps du président, lui, est transféré à l'hôpital militaire de Bethesda. Son autopsie sera réalisée par 2 légistes, mal préparés et dans des conditions troubles. Un autre raté crucial qui alimentera la polémique pour des décennies. L'autopsie à Bethesda est une autopsie qui, à minima, est une autopsie bâclée. On ne fait pas de reconstitution du crâne du président. On ne sait pas vraiment ce qui s'est fait, le cerveau de Kennedy disparaît. Le cerveau de Kennedy disparaît.
L'autopsie se passe en présence d'officiers supérieurs. Plusieurs témoins affirment qu'à plusieurs reprises pendant l'autopsie, ils sont intervenus. C'est-à-dire qu'ils ont donné des instructions pour qu'on n'explore pas telle trajectoire de balle, pour qu'on ne perde pas son temps avec tel et tel détail. On ignorera toujours pourquoi ils l'ont fait. Simplement, ça participe à toute cette fumée autour de l'affaire Kennedy. Dans la nuit de vendredi à samedi, à 4h24 du matin, la dépouille du président arrive à la Maison-Blanche. Jackie, épuisée, détruite, ne dort pas. Jackie Kennedy passe des heures et des heures à regarder dans des livres d'histoire comment s'étaient passées les funérailles de Abraham Lincoln. Pendant les prochains jours, elle consacrera tout son temps à une seule tâche, offrir à son mari des funérailles historiques. Mais pour l'heure, l'Amérique s'endort avec une obsession. Que va révéler l'assassin présumé du président? Que va dire Lee Harvey Oswald? Samedi 23 novembre 1963, le monde se réveille sous le choc. L'assassinat du président des États-Unis est un événement sidérant qui fascine les médias du monde entier. L'événement prime, il n'y a plus que cela. Il n'y a plus que cela qui compte. En tout cas, une accélération, une boulimie d'informations, il faut savoir des choses. Et les gens sont scotchés devant leur télé. Les trois réseaux américains, CBS, NBC et ABC, arrêtent tous leurs programmes et pendant 70 heures ne parlent que de l'assassinat du président. This picture has just been transmitted by wire. It is a picture taken just a moment or two before the incident. If you can zoom in. À Dallas, l'enquête bat son plein. À 14h14, Lee Harvey Oswald est emmené pour identification, puis pour un interrogatoire musclé. Devant les caméras, il continue de clamer son innocence. Au commissariat, le journaliste Philippe Labro fait la rencontre d'un homme plutôt louche, Jack Ruby. Entre deux alliés d'Oswald, on bavarde et tout, il y a un petit bonhomme qui est là. Il ressemble pas à un journaliste, qu'est-ce qu'il fout là, on ne sait pas, il a son chapeau, un peu épais, un peu vulgaire, un bague au doigt, la cravate en soie. Je m'appelle Jack Ruby, voici ma carte, j'ai une boîte de nuit, mais elle est fermée bien sûr, mais venez quand même essayer de prendre un verre, je vous accueillerai volontiers. 3 mots, rien d'autre, mais surprenant. Il connaît tous les flics, hein. Hey Jack, how are you Jack? Il les connaît parce que bon, il les a pas corrompus, c'est pas la question, mais il leur a offert des verres, et il les a fait venir dans sa boîte, peut-être qu'ils ont eu droit à des filles, on sait pas. Cette rencontre, apparemment anodine, prendra d'ici quelques heures une dimension inattendue. 24 novembre 1963, troisième jour de cette semaine tragique, la cérémonie des funérailles de John Fitzgerald Kennedy commence. Des millions d'anonymes vont se presser pour assister à l'événement, avant les obsèques prévues le lendemain. Alors que la dépouille du président est transférée au Capitole, cela fait plus de 24 heures que Jackie n'a plus fait d'apparition publique. Il est environ 10 heures quand la veuve du président assassiné apparaît enfin. Par son attitude, pleine de courage et de dignité, elle va devenir, en quelques images, un symbole pour toute l'Amérique. Jackie est, au fond, pour les Américains, salvatrice parce qu'à elle seule, elle efface la tâche terrible de l'affaire de Dallas elle-même. Brisant le protocole, Jackie Kennedy offre alors au monde une image historique. Faire au fond ce qui va faire pleurer le monde entier, quoi. Avec ce geste, la First Lady fait entrer l'Amérique dans le deuil. Au même moment au Texas, le suspect numéro 1 va être transféré en prison. Le chef de la police a décalé le transfert du prisonnier d'1h30 afin de s'assurer que les télévisions du monde entier puissent retransmettre l'événement en direct. Les télés, d'ailleurs, sont très responsables. C'est elles qui ont souhaité que quand Oswald quittait sa cellule pour monter dans le fourgon qui l'emmènerait à la prison, il passe par un certain couloir qu'on avait éclairé pour faire
un show, pour faire un spectacle. À 11h21, le direct commence. Lee Harvey Oswald va être transféré d'un moment à l'autre. Le monde entier attend de voir le meurtrier du président derrière les barreaux. Au moment de son transfert, il y a des policiers, il y a des journalistes, il y a de simples badauds. Lee Harvey Oswald apparaît enfin. Et l'impensable va se produire. Incrédule, Philippe Labro reconnaît immédiatement Jack Ruby, l'homme qu'il avait croisé dans les couloirs du commissariat la veille. Les flics sont stupéfiés, ils n'en reviennent pas. Le grand flic qui tient Oswald par le bras dit « Jack, you son of a bitch !» Jack, espèce de fils de pute, parce qu'ils le connaissent. Hein. Et ils n'en reviennent pas, ils sont tous tétanisés. C'est un moment inimaginable. C'est d'une force et d'une violence, et en même temps d'une cinégénie inouïe. Lee Harvey Oswald est transféré d'urgence à l'hôpital. Ironie du destin, c'est au Parkland Hospital qu'il succombe à ses blessures, l'endroit même où le président est mort 2 jours plus tôt. Cet assassinat plonge l'Amérique dans la stupeur. Quand on voit ce meurtre en direct, il y a plus de questions que de réponses. Pour beaucoup d'Américains, c'est un procès qui n'aura jamais lieu et qui était évidemment nécessaire pour savoir ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin d'être lecteur de romans policiers pour avoir des doutes. Pourquoi l'assassin est-il assassiné ? Pourquoi est-il assassiné par quelqu'un dont on saura qu'il a des relations très étroites avec la mafia de tout le sud des États-Unis, qu'il a fréquenté les équipes Nixon en politique, qu'il a servi le FBI et les agences officielles américaines ? C'est là que le mystère commence. Lorsque l'on demande à Jack Ruby pourquoi il a commis ce crime, il dit c'est pour éviter à Jackie Kennedy la douleur d'un procès. Et puis tout à coup, le petit cœur de M. Ruby est bouleversé par les larmes de Jacqueline Kennedy. Enfin, il ne faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles. À la mort de Lee Harvey Oswald, l'attitude de la police de Dallas achèvera de semer le trouble. L'enquête est close, c'est terminé. Il y avait un tueur, il a tiré, il était seul, il est mort. Il n'y a plus rien à faire. Jack Ruby mourra en prison 4 ans plus tard, alors que le nouveau président avait relancé l'enquête. Mais pour l'heure, l'Amérique doit enterrer John Fitzgerald Kennedy. 25 novembre 1963. Il est 10h50 quand débutent les obsèques de John Fitzgerald Kennedy au 4e jour de cette semaine historique. À cet instant, à Dallas, un autre enterrement se déroule, lui, dans la solitude et l'indifférence. Celui de Lee Harvey Oswald. Ultime ironie du destin, ce sont des journalistes qui doivent se charger maladroitement d'amener son cercueil, faute de porteurs volontaires. Car ce 25 novembre, tous les regards sont tournés vers Washington, où le monde entier s'apprête à partager la douleur de Jackie Kennedy. On la voit comme une femme assez frêle et tout d'un coup elle prend une dimension extraordinaire. Elle maîtrise ses émotions et elle va organiser les funérailles les plus importantes de l'histoire. Jacqueline Kennedy était déjà un peu une héroïne, mais c'était une héroïne sage et à la mode, on va dire, dans l'ombre de son président de mari. Après les obsèques, elle va devenir une star mondiale. Depuis 2 jours, elle a travaillé d'arrache-pied avec la famille du président. Elle leur a dit « Je veux que les funérailles de Jack soient les plus dignes qu'un président ait jamais eues. » C'est une manière pour elle de ne pas sombrer. Elle se jette à corps perdu dans l'organisation des funérailles. Elle se jette à corps perdu dans le travail. Vers 11h35, Jackie Kennedy offre aux spectateurs un premier moment historique. Contrairement aux consignes de sécurité, la First Lady a insisté pour qu'une partie de la procession se fasse à pied. Je crois que le défilé à pied des chefs d'État a pour but de montrer que les États-Unis n'ont pas peur. Et que la vie continue, même s'il y a eu l'assassinat du président.
Ces funérailles sont une première dans l'histoire des médias. 175 millions de compatriotes regardent la cérémonie en direct, en plus du million d'Américains qui s'est amassé le long du parcours pour saluer le président. Ces obsèques seront diffusées dans pas moins de 26 pays. C'est la réplique des funérailles de Lincoln. Vous avez des chevaux, on est presque au 19e siècle. Vous avez 60 caméras, donc la plus grande modernité médiatique de l'époque, qui filment quasiment la mort d'un monarque. Pas d'un président, d'un monarque. Jackie a soigné le moindre détail. Chaque élément est fidèle à la mémoire de son mari. Dans le cortège, un cheval sans cavalier symbolise le chef des armées, mort au combat. Elle a vraiment tenu à ce que ces funérailles soient marquées du sceau des Kennedy. On le sait notamment, elle a souhaité que des Afro-Américains portent le cercueil de John Fitzgerald Kennedy pour rappeler le combat contre les discriminations racistes. À la sortie de l'église, Jackie chuchote quelques mots à son fils. L'image qui suit deviendra mythique. Toute l'Amérique, à ce moment-là, est en pleurs. Toute l'Amérique communie avec la famille Kennedy. À 15h02, le corps de John Fitzgerald Kennedy est amené à Arlington, le cimetière des héros militaires américains. En l'honneur de son mari, Jackie achèvera cette cérémonie en allumant une flamme éternelle, inspirée de la tombe du soldat inconnu qu'elle avait découverte à Paris. Kennedy, par son assassinat, devient un mythe. Il cesse d'être un homme pour rentrer dans la légende américaine. Le comportement de Jackie au sein de ses funérailles sont au fond la part la plus belle d'une histoire terriblement laide. Hein. Cette flamme brille encore aujourd'hui à Washington. Ultime symbole d'un homme devenu légende. Une flamme, une lumière et des zones d'ombre sur lesquelles on va revenir à présent après ces images impressionnantes. Thomas Nogarov, bonjour. Bonjour. On vous a vu témoigner dans ce film. Merci de nous rejoindre, vous qui êtes agrégé d'histoire et qui avez publié l'histoire de Kennedy, une vie en clair-obscur chez Armand Collin. On est revenu sur ces heures marquantes de l'Amérique contemporaine, sur la légende Kennedy qui en a découlé, sur la violence de cet événement. Justement, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de comprendre un peu le choc traumatique, post-traumatique que cela a été pour l'Amérique dans son ensemble. Et même pour le monde. Hein. Ouais. Vous savez, les grands événements, on les mesure souvent au fait que tous les gens se souviennent où ils étaient ce jour-là. C'est ça. Et ça, pour les Américains, ce traumatisme, il se mesure le jour-là, le 22 novembre, quand ils découvrent en début d'après-midi la mort de leur président, une mort très violente. C'est la première fois qu'un président meurt sur le coup aux États-Unis. On a eu des présidents qui sont morts, mais Lincoln, c'est une nuit entière d'agonie. On a eu le temps de se préparer. Là, il y a une espèce de sidération. C'est le début des masses médias. On est à la télévision en direct, on fait des breaking news, c'est la première fois. Donc il y a une accumulation d'images, d'émotions, d'informations. Bien sûr, mais alors vous parlez de sidération, de la violence, il y a eu de la folie surréaliste autour du cerveau du président. On a pensé que ce cerveau aussi, ces bouts de cerveau avaient été volés, on l'a dit en tout cas. En fait, il y a tout un enjeu autour du corps de Kennedy. Et ça, le corps du roi. Hein. Voilà, le corps du roi, exactement. C'est un corps complètement mythifié pendant toute sa vie de Kennedy. C'est un corps qui est très malade, les gens le savent peut-être peu, mais c'est quelqu'un qui pensait mourir avant l'âge de 50 ans. Oui. Donc il y avait un corps défaillant, dysfonctionnant, qui avait mal au dos, qui avait une maladie très grave, la maladie d'Addison. Et pourtant, une image de force, de jeunesse, de virilité, etc. Donc il y a un enjeu très fort autour du corps de Kennedy. Et puis il y a ce cerveau, vous avez raison, dont on ne sait pas, mais la légende nous dit que Bobby Kennedy aurait, lors de l'autopsie, demandé à récupérer le cerveau de son frère, qui aurait été ensuite dans un coffre-fort. Ouais. Mais c'est intéressant parce que ça en dit... Ça fait partie quand même encore du mystère. Du mystère, de la légende, et puis du caractère sacré de ce corps
vraiment l'objet de mensonges, de mystifications, mais aussi de fantasmes. L'attitude de Jackie Kennedy aussi a été beaucoup commentée. Attitude d'abord dans la voiture, puis ensuite attitude de représentation. La voiture d'abord. Oui, dans la voiture. Alors, elle est là parce que c'est un coup politique. Il est important qu'elle soit là pour faire voter les gens pour Kennedy pour l'année suivante. À Dallas, Texas, c'est très important comme État pour la présidentielle de 64. Donc, elle enlève ses lunettes, elle salue, etc. Et donc, dans cette voiture, elle est là vraiment en première loge. Elle voit, il faut imaginer quand même ce qu'elle voit. Elle voit son mari se faire tirer dessus. Elle voit son mari se prendre la gorge, s'effondrer devant elle. Et dans un réflexe, alors ça ouvre l'espace à notre imagination, c'est pour ça aussi que ça nous fascine 54 ans plus tard. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle s'enfuit par l'arrière? Ou est-ce qu'elle va, comme elle l'a sous-entendu, chercher des morceaux de son mari? Et effectivement, son tailleur rose est maculé du sang, mais aussi des morceaux de son mari, de cerveau de son mari. Et elle ne se change pas dans l'avion quelques instants plus tard. Elle reste avec ce même tailleur qu'elle ne veut pas enlever. Alors après, il y a encore une fois de la légende. Est-ce que Johnson, le méchant vice-président selon la légende Kennedy, l'a forcé à venir, ne lui laissant pas le temps de se changer? Ou bien c'est elle qui a décidé de ne pas se changer parce qu'elle voulait garder un peu de son mari avec elle? Alors ça peut sembler aberrant, mais on parlait de sidération. On peut imaginer que cette femme-là, elle est aussi en état de choc très profond. Il y a une anecdote terrible sur ce tailleur tristement célèbre, Frédéric Gersal. D'ailleurs, Rose Bonbon, c'est vrai, pour qu'elle soit visible de tout le monde. Oui. Alors, on en revient un peu à ce que vous disiez, c'est-à-dire elle enlève ses lunettes, mais c'est déjà Jackie Kennedy. Donc, elle a hésité avant d'arriver à Dallas, avant de descendre de la passerelle. Est-ce qu'elle prenait ce manteau ou est-ce qu'elle mettait un manteau léopard? Et puis, on lui dit, le temps est beau. Alors, comme elle adore cet ensemble de type Chanel, alors Rose Bonbon, avec un col bleu marine, un petit chapeau, comme elle aimait les porter, c'est la princesse de l'Amérique. Et effectivement, elle ne veut pas, enfin, semble-t-il, ne veut pas retirer ce tailleur. Pourquoi? Parce qu'elle veut montrer au monde ce que l'on a fait à son mari. Et elle est avec ce tailleur maculé. Alors on va le conserver, ce tailleur. Il est conservé aux Archives nationales, figurez-vous, dans une pièce où on change l'air toutes les 6 fois par jour. Enfin, c'est conservé comme un tableau de maître. Conservé intact, dans l'état que vous nous décriviez. Et tous ses vêtements. Et sa fille, Caroline, qui est la dernière descendante encore en vie, a déclaré que pas avant 2103, cet ensemble pourra être exposé au public, c'est-à-dire 140 ans après la mort de son père. Oui, mais c'est au caractère des reliques. Hein. Oui, vous avez raison, c'est vraiment ça. Tout à fait. On est vraiment dans un moment monarchique. Ouais. Les Américains adorent les dynasties et les Kennedy en sont une. Hein. Bien sûr. Alors, moins de 2 mois après l'assassinat de son mari, le 14 janvier 1964, Jackie Kennedy va s'adresser directement au peuple américain et les remercier pour les lettres, les messages de condoléances qu'elle a reçus. Ce jour-là, à ses côtés, pour l'épauler, Bobby et Ted sont avec elle. C'est un moment très important. Elle sait que son discours va faire le tour du monde et il est à l'image de cette femme courageuse et fascinante à la fois. Regardez. All of you who have written to me know how much we all loved him and that he returned that love in full measure. It is my greatest wish that all of these letters be acknowledged. May I thank you again on behalf of my children and of the President's family for the comfort that your letters have brought to us all. Thank you. Alors messieurs, rien n'est laissé au hasard. On a vu que tout était évidemment minutieusement préparé. La détresse de Jackie Kennedy, 2 mois après, elle est aussi réelle. C'est un bouleversement total. Et puis il ne faut pas oublier qu'au-delà de la première dame, c'est aussi une mère qui a 2 petits-enfants et qui se trouve veuve, très jeune, un peu perdue en fait. Hein. Et effectivement, prise dans le flot de l'histoire, il ne faut jamais oublier l'histoire intime de cette femme qui est quand même une femme qui a perdu son mari, le père de ses enfants. Va-t-elle revenir de nouveau sur ce drame dans les médias quelques mois après, quelques semaines après, à votre connaissance, Thomas? Non, elle restera beaucoup interrogée. On attendra beaucoup de ses paroles, mais elle va se mettre vraiment en retrait. Oui. Elle va se rapprocher de Bobby Kennedy au point qu'on leur prête une liaison amoureuse. Ils ont beaucoup échangé. Bobby Kennedy avait vraiment compilé des preuves, des éléments, parce qu'il était persuadé que son frère avait été assassiné dans un cas d'un complot. Il avait mis en œuvre une vraie enquête personnelle. Il avait utilisé toutes ses ressources de renseignements, etc.
Et on raconte qu'il a donné tout ça à Jackie et qu'il a tout balancé au feu. Parce qu'il y avait quelque chose qu'elle ne voulait pas revivre. Elle voulait continuer à avancer et à vivre, ce qu'on peut aussi comprendre, même si beaucoup l'a ramené en permanence à ce drame. Bien sûr, c'est très intéressant ce que vous dites parce que ça nous permet d'évoquer justement les hypothèses. Vous avez publié Kennedy, une vie en clair-obscur, mais il y a aussi beaucoup de clair-obscur et de mystères et de zones d'ombre autour de cette disparition. Il y a la théorie du loup solitaire, d'un côté, qui est celle officielle, et puis il y a la théorie du complot. Quelques mots sur cette théorie, Frédéric, parce que c'est au cœur du film d'Oliver Stone, JFK. Alors, qui relance justement la polémique. En fait, il reprend les travaux de Garrison, qui est procureur de la Nouvelle-Orléans, et il utilise ce que dit ce procureur pour parler d'un complot. C'est pas un tireur isolé, on va le prouver, et son film remue un peu les consciences et remue un peu les historiens, évidemment, de cette période. Mais surtout, il va le présenter aux sénateurs et aux représentants, au Congrès. Et là, il va y avoir une prise de conscience. Et on va faire passer une loi l'année d'après, en 1992, réclamant l'ouverture des dossiers, l'ouverture de ces dossiers qui sont scellés au cœur des États-Unis. Et on le demande pour 25 ans plus tard. Faites le calcul, 1992 plus 25 ans. 2017, jeudi 26 octobre précisément. Il répond aux exigences de cette loi de 92 que vous nous rappelez, Donald Trump, et il rend accessibles ces documents classés top secret qu'il déclassifie. Alors on attendait beaucoup de ce moment. On s'est dit que la vérité allait éclater. Vous avez lu ces documents, vous avez vu ce qu'ils contenaient. En fait, il a refermé beaucoup de ceux qui étaient le plus importants, probablement. Alors, il faut d'abord imaginer ce que ça représente les documents Kennedy. C'est 5 millions de pages. Vous vous rendez compte, 5 millions de pages. Donc humainement, 5 millions de pages, c'est quand même compliqué à lire. D'ailleurs, certains se demandent si le fait de révéler d'un coup autant de pages n'a pas vocation à noyer complètement. En plus, il y a beaucoup de pages qui sont caviardées avec du noir sur des documents importants. Ouais. Il y a parfois des écritures à la main qui sont très difficiles à lire. C'est des archives classiques pour l'historien, mais difficiles à décoder. Et puis, il y a 209 documents qui sont encore secrets. On attend ces documents, 209 documents. D'ici le mois d'avril, a promis le président Trump. Vous voyez, à chaque fois, on attend. Mais moi, je pense que si il y avait des documents extrêmement intéressants, ils ont probablement déjà été détruits. Donc, je ne crois pas, malheureusement, qu'on trouvera la trace et la preuve qu'on attend, mais qui sait ? Des zones d'ombre toujours autour du ou des tueurs. Je voudrais qu'on regarde ensemble une interview 7 mois après l'assassinat de Kennedy. C'est le gouverneur du Texas, John Connally, qui est dans la voiture devant le président et qui était là donc sur les lieux. Avec émotion, il revient sur cette journée où le destin tragique de l'Amérique bascule et vous allez entendre la version qu'il donne, sa version des faits, qui va remettre en cause la version de la première commission. Regardez. I heard the shot, and I turned, thinking that the shot had come from back over my right shoulder. So I turned, and I obviously saw nothing but a tremendous crowd of people from where we had just come. So I was in the process of turning to my left, and that's when I felt the impact of the bullet that hit me. Went in my back shoulder and came out my chest right here. And frankly thought that I had been fatally hit. I never lost consciousness, and I was lying there and heard the third shot. I heard the third shot very distinctly. I heard it hit. I assumed that it hit the president. And it's really difficult, I think, to try to explain all the things that you wonder about, all the things that you concern yourself with. At a time like that. Voilà pour les mots chargés d'émotion du gouverneur John Connally, qui, on l'a dit, était aussi dans le cortège présidentiel, qui lui-même a été touché le 22 novembre, mais qui va survivre à cet attentat. Ces mots remettent totalement en question la version officielle, la première version des faits. Oui, c'est vrai, mais c'est pas la seule preuve, enfin en tout cas le seul élément qui va rouvrir l'enquête. En fait, ça a commencé 2 jours après. Quand Lee Harvey Oswald se fait assassiner par quelqu'un qui est lié de près ou de loin avec la mafia locale, les questions commencent à se poser. Et quand la commission Warren mène une enquête très bâclée en quelques mois, le doute s'ajoute. Avant même le film d'Oliver Stone qu'on évoquait tout à l'heure, qui a relancé l'idée d'ouvrir les archives, en 1979, c'est pas des hurluberlus, c'est le Congrès des États-Unis, la Chambre des représentants, qui a mené sa propre enquête et qui aboutit à la conclusion
qu'il y a probablement eu un complot. On vous disait combien cette histoire aussi fascine, captive, intrigue encore, et combien le sort s'acharne sur le clan Kennedy. On a vraiment ce sentiment d'une malédiction. Bobby, le frère, sera assassiné moins de 5 ans après la disparition de son frère. Et ce sont des images qui vont à nouveau bouleverser l'Amérique. Nous sommes le 5 juin 1968, peu après minuit. Ça se passe à Los Angeles, dans l'Ambassador Hotel. Et regardez ces images, nous sommes quelques secondes avant l'assassinat de Bobby, le frère de Kennedy. My thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Senator, this way. This way. Let's doctor! Let's doctor! A doctor! We need a doctor right here. There's a microphone, please, immediately. Will you please clear the room so that we can clear this room for medical aid for the senator? C'est terrible, Thomas et Frédéric, parce qu'on a vraiment l'impression que l'histoire se répète, dans le drame aussi pour les Kennedy. Il a gagné la primaire de Californie, Ouais. Il va l'emporter et il va rencontrer Richard Nixon, comme son frère. Il y a une espèce de mimétisme, et puis la relation avec Jackie, il y a l'idée vraiment que, on parle encore du corps, hein, mais le corps de John est en train de basculer dans le corps de Bobby avec la même issue. Oui. C'est quand même assez fascinant. C'est à ce moment-là que naît l'idée d'une malédiction Kennedy. Oui, Très et renforcée ensuite lorsque le petit frère Ted a un accident de voiture dans une rivière, Chappaquiddick. Sa secrétaire va mourir, il va s'enfuir et il dira mais il y a une malédiction des Kennedy. Je vous remercie Thomas, merci Frédéric, Merci, à très Wendy. bientôt. On se quitte pour cette émission spéciale, 54 ans donc après l'assassinat de Kennedy. Et merci de votre fidélité. On va se retrouver dimanche prochain, 15h20, avec une autre exploration du passé. Nous allons revenir sur les événements, cette fois de la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Portez-vous bien, bonne semaine et à dimanche.